fleurs du mal sont systématiquement présentées dans les études qui leur sont consacrées comme une œuvre moderne à l'origine d'une ère nouvelle en littérature. Parmi les raisons qui expliqueraient cette modernité, les commentateurs citent généralement le choix de l'auteur d'aborder le thème de la ville. Nous nous attacherons, dans ce second podcast dédié aux fleurs du mal, à observer si l'évocation de la ville est bien pour Baudelaire un moyen d'introduire de la modernité dans ses poèmes, et quelle place, quel volume ce thème occupe concrètement dans le recueil. Par ailleurs, nous chercherons à savoir si la ville est un thème si novateur au moment où Baudelaire l'aborde au milieu du XIXe siècle. Nous disions donc en introduction que l'évocation de la ville par Baudelaire a largement contribué à la réputation de modernité des fleurs du mal. Rappelons, pour replacer le recueil dans son contexte historique, qu'au moment de sa parution en 1857, Paris est en pleine mutation moderniste. En effet, depuis 1853, de grands travaux destinés à moderniser la capitale ont été entrepris sous la direction du baron Haussmann et sont la source de profonds bouleversements. Baudelaire est bien sûr témoin de ces changements, et il est logique d'imaginer que cela ait pu avoir un impact sur son œuvre. Avant de voir comment cela se traduit précisément dans le texte, commençons par rappeler la définition du mot moderne, car il est au cœur de notre analyse. Moderne, actuel, contemporain, récent, qui bénéficie de progrès récents, qui appartient au temps présent ou à une époque récente. Puisque nos recherches se concentreront sur les poèmes évoquant la ville, nous commencerons par une section du recueil qui d'emblée, en raison de son titre, attire notre attention. Il s'agit des tableaux parisiens. Cette section comprend une petite vingtaine de poèmes, dont le premier s'intitule « Paysage ». Je vous propose de l'écouter. Paysage. Je veux, pour composer chastement mes églogues, coucher auprès du ciel comme les astrologues, et, voisins des clochers, écouter en rêvant leur hymne solennel emporté par le vent. Les deux mains au menton du haut de ma mansarde, je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde, les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité, et les grands ciels qui font rêver d'éternité. Il est doux, à travers les brumes, de voir naître l'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre, les fleuves de charbon monter au firmament, et la lune verser son pâle enchantement. Je verrai les printemps, les étés, les automnes, et quand viendra l'hiver aux neiges monotones, je fermerai partout portières et volets, pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. Alors je rêverai des horizons bleuâtres, des jardins, des jets d'eau pleurant dans les albâtres, des baisers, des oiseaux chantant soir et matin, et tout ce que l'idylle a de plus enfantin. L'émeute tempêtant vainement à ma vitre ne me fera pas lever mon front de mon pupitre, car je serai plongé dans cette volupté d'évoquer le printemps avec ma volonté, de tirer un soleil de mon cœur et de faire de mes pensées brûlants une tiède atmosphère. Alors sur le fond, c'est-à-dire ce que décrit l'auteur, qu'y a-t-il de moderne dans ce texte? Je précise sur le fond, car la forme n'est pas notre sujet aujourd'hui. La prosodie, la versification, les oxymores, etc. donneront lieu à une autre étude, mais notre sujet dans cette analyse, je le répète pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, est de mesurer la place que l'auteur a donnée à la ville dans son recueil et d'observer si par ce biais il introduit de la modernité dans ses textes. Penchons-nous sur ce premier poème. Au vers 7, nous avons les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité. Retenons le mot tuyau en imaginant que ces tuyaux puissent servir à acheminer l'eau ou le gaz, dont la distribution dans les immeubles parisiens débute à peu près au milieu du XIXe siècle. Puis au vers 11, nous avons les fleuves de charbon montés au firmament, qui évoque la révolution industrielle. Là aussi, nous sommes en plein XIXe siècle. Dans ces deux vers, on trouve des références à des progrès récents, donc il s'agit bien de modernité. Nous ne retiendrons pas en revanche, au vers 7, vu précédemment, le mot cité, synonyme de ville, car ce mot n'est pas forcément synonyme de modernité. Voici la définition du mot ville. Agglomération relativement importante et dont les habitants ont des activités professionnelles diversifiées. Cette définition conviendrait au Paris du Moyen-Âge, de la Renaissance ou de n'importe quelle époque. Donc, évoquer la ville dans un texte n'est pas suffisant en soi pour qu'on puisse parler de modernité. Pour cela, il faut que l'auteur donne des détails sur cette ville ou sur les événements qui s'y déroulent, qui soient propres à l'époque où il écrit.
De plus, rappelons qu'à l'époque où Baudelaire écrit son recueil, le thème de la ville n'est pas nouveau en littérature. Déjà Victor Hugo s'en est emparé depuis longtemps, notamment dans des poèmes tels que Le bal de l'Hôtel de Ville en 1836 ou À l'Arc de Triomphe en 1837. Balzac, dans La fille aux yeux d'or, en 1835, fait une longue description de Paris et de ses habitants. Eugène Sue évoque également les bas-fonds de la ville dans Les Mystères de Paris en 1842. Sainte-Beuve aborde dès 1829 le thème de la ville dans son poème Les rayons jaunes. On le voit, les exemples sont nombreux, et on peut même remonter au XVIIe siècle avec Paul Scarron et son poème intitulé Sur Paris. Un amas confus de maisons, des crottes dans toutes les rues, ponts, églises, palais, prisons, boutiques bien ou mal pourvues. Nous sommes là en 1654. Donc on le voit, affirmer que Baudelaire est un poète moderne parce qu'il aurait choisi d'aborder le thème de la ville ne tient pas. En 1857, ce thème n'est ni nouveau ni même récent. Revenons à Paysage, le premier poème des tableaux parisiens. Pour résumer, il y est question d'un poète venu habiter sous les toits, pensant trouver là à la fois un refuge où écrire sans être dérangé et une position idéale pour observer la ville. Une ville dont il évoque la modernité, certes, mais avec beaucoup de parcimonie, par petites touches, 2 ou 3 vers tout au plus. Qu'en est-il des autres poèmes de cette section? 2 d'entre eux font comme paysage brièvement référence à la ville moderne. Il s'agit des Petites Vieilles, où l'auteur mentionne le fracas des omnibus, dont la première mise en service à Paris date de 1830, c'est relativement récent, et de L'amour du mensonge, où il mentionne l'éclairage au gaz, récent lui aussi. Dans les autres tableaux parisiens, en revanche, si l'auteur évoque parfois la ville, on en cherche en vain la modernité. Dans Les 7 vieillards, par exemple, nous trouvons les vers suivants. Fourmillante cité pleine de rêves, où le spectre en plein jour raccroche le passant. Les mystères partout coulent comme des sèves, dans les canaux étroits du colosse puissant. Alors, fourmillante cité, de tout temps Paris a été grouillante d'activité, il n'y a là rien de propre aux années 1850. Quant aux canaux étroits du colosse puissant, ils font songer aux ruelles du vieux Paris plutôt qu'au grand boulevard haussmannien. Cela fait du reste écho au premier vers des Petites Vieilles, dont j'ai déjà parlé, qui est dans les plis sinueux des vieilles capitales. Dans la même veine, nous avons les derniers vers du crépuscule du matin. Et le sombre Paris en se frottant les yeux, empoignait ses outils, vieillard laborieux. Paris est ici sombre et comparé à un vieillard. Ce n'est décidément pas la description qu'on attend d'une cité moderne. Il en va de même pour le crépuscule du soir, le poème où la ville est le plus longuement évoquée dans les Fleurs du Mal. Baudelaire y dépeint la prostitution, les théâtres, les tripots, ou encore les hôpitaux de cette, je cite, « cité de fange », dans un tableau digne de la cour des miracles. La prostitution s'allume dans les rues. Comme une fourmilière, elle ouvre ses issues. Partout elle se fraie un occulte chemin, ainsi que l'ennemi qui tente un coup de main. Elle remue au sein de la cité de fange, comme un ver qui dérobe à l'homme ce qu'il mange. On entend çà et là les cuisines siffler, les théâtres glapir, les orchestres ronfler. Les tables d'hôtes, dont le jeu fait les délices, s'emplissent de catins et d'escrocs leurs complices. Et les voleurs, qui n'ont ni trêve ni merci, vont bientôt commencer leur travail eux aussi, et forcer doucement les portes et les caisses pour vivre quelques jours et vêtir leur maîtresse. Parmi les tableaux parisiens, il en est un qui a, je pense, un statut particulier, c'est Le Cygne. Dans ce texte, consacré aux exilés, l'auteur évoque là encore le vieux Paris. Mais il introduit, je dirais par suggestion et non par une description effective, un sentiment de modernité. Lorsqu'il écrit « Le vieux Paris n'est plus » ou bien « Je ne vois qu'en esprit tout ce champ de baraques » ou encore « Là s'étalait jadis une ménagerie », il induit en parlant du vieux Paris disparu qu'un nouveau, moderne donc, vient le remplacer. Mais nous l'imaginons sans en lire une description concrète par Baudelaire.
Mais peut-être me direz-vous que je fais fausse route en cherchant de la modernité dans l'évocation que Baudelaire fait de la ville elle-même, et qu'il faudrait plutôt en chercher dans sa description de l'état d'esprit ou de la condition du citadin contemporain. Le problème est que cette description n'existe pas dans Les Fleurs du Mal. Que ce soit dans la section des tableaux parisiens ou dans le reste du recueil, l'auteur ne parle pas des contraintes matérielles ou psychologiques spécifiques à la vie en ville. On pourrait être tout à fait honnête, il en évoque une, qui est le bruit. Au premier vers d'À une passante, notamment, un poème sur lequel nous reviendrons, et qui commence ainsi: La rue assourdissante autour de moi hurlait. Et nous avions vu le fracas des omnibus dans Les Petites Vieilles. Mais on ne peut pas dire que le citadin est un statut particulier dans Les Fleurs du Mal. Par exemple, quand Baudelaire parle de souffrance, c'est un thème qui revient constamment dans le recueil. Qu'il s'agisse des siennes ou de celles des autres, il ne les met pas en lien avec la vie urbaine. Les souffrances s'expliquent notamment par l'ennui, par la maladie, par l'intolérance de la société, par la pénibilité du travail ou encore la vieillesse, mais jamais par le statut de citadin. Baudelaire ne fait pas dans Les Fleurs du Mal de distinction entre les citadins et les autres hommes. Et lorsque par exemple, dans le poème Le crépuscule du soir, vu précédemment, l'auteur parle de la métamorphose de l'homme qui, je cite, se change en bête fauve, ce n'est pas la ville qui est la cause de cette mutation, mais la nuit. Voici le soir charmant ami du criminel. Il vient comme un complice, à pas de loup. Le ciel se ferme lentement comme une grande alcôve, et l'homme impatient se change en bête fauve. Dans le titre même qu'il a choisi pour ce poème, Crépuscule du soir, Baudelaire souligne que le protagoniste est bien la nuit tombante. C'est elle qui favorise l'apparition des crimes et des trafics. Tout comme il faut, je pense, se garder de voir dans le célèbre poème À une passante, lui aussi issu des tableaux parisiens et que nous allons écouter maintenant, une allégorie de la vie dans les grandes cités modernes où des individus toujours pressés, déshumanisés, se croiseraient sans s'adresser la parole, réduits au rôle de rouage dans la grande machine. Il me semble qu'au contraire, l'homme et la femme décrits dans ce poème échangent un regard tout à fait humain, où chacun devine l'autre. Je vous laisse en juger. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, moi je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. On peut tout à fait imaginer la même scène à la campagne, où le narrateur, venu rendre visite à de la famille ou à des amis, serait assis à la terrasse d'un café sur la place d'un village un jour de marché. Au lieu de La rue assourdissante autour de moi hurlait, le poème débuterait par Les paysannes venues vendre leurs marchandises autour de moi hurlaient, et le reste du texte fonctionnerait sans aucun problème. Soudain, une inconnue passerait, ils échangeraient un regard, etc. Dans ce poème, la ville n'exerce aucune contrainte sur les protagonistes. Chacun poursuit son chemin, voilà tout. Peut-être parce qu'on a rendez-vous, ou peut-être que cette femme à l'allure noble et majestueuse intimide le narrateur qui n'ose l'aborder, etc. Je le répète, Baudelaire dans Les Fleurs du Mal ne se penche pas sur ce qui caractérise la vie du citadin. Et quand bien même eût-il décrit longuement et avec précision la vie des citadins dans Les Fleurs du Mal, cela n'eût pas fait de lui un précurseur en la matière. En effet, près d'un siècle et demi plus tôt, Nicolas Boileau, dans son poème Les embarras de Paris, proposait déjà une liste exhaustive de tous les désagréments auxquels il faut faire face lorsqu'on habite en ville. Tapage nocturne, promiscuité, insécurité, saleté, travaux, embouteillages, difficulté à se loger. En voici un court extrait. Les embarras de Paris.
Qui frappe l'air, bon Dieu, de ces lugubres cris? Est-ce donc pour veiller qu'on se couche à Paris? Et quel fâcheux démon, durant les nuits entières, rassemble ici les chats de toutes les gouttières? J'ai beau sauter du lit, plein de troubles et d'effroi, je pense qu'avec eux tout l'enfer est chez moi. L'un miaule en grondant comme un tigre en furie, l'autre roule sa voix comme un enfant qui crie. Ce n'est pas tout encore. Les souris et les rats semblent, pour m'éveiller, s'entendre avec les chats. Plus importun pour moi, durant la nuit obscure, que jamais en plein jour ne fut la baie de Pure. Tout conspire à la fois à troubler mon repos. Et je me plains ici du moindre de mes maux. Car à peine les coqs, commençant leur ramage, auront de cris aigus frappé le voisinage, qu'un affreux serrurier, laborieux Vulcain, qu'éveillera bientôt l'ardente soif du gain, avec un fer maudit qu'à grand bruit il apprête, de 100 coups de marteau me va fendre la tête. J'entends déjà partout les charrettes courir, les maçons travailler, les boutiques s'ouvrir, tandis que dans les airs 1000 cloches émues d'un funèbre concert font retentir les rues. Et, se mêlant au bruit de la grêle et des vents, pour honorer les morts, font mourir les vivants. Alors ce n'est qu'un extrait, car comme je le disais précédemment, la description de Boileau est très approfondie, et son poème fait environ 130 vers. Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire à Baudelaire et cette section des tableaux parisiens, pour évoquer le poème Rêve parisien. L'auteur y décrit une ville qui lui est apparue en rêve, et qui n'est ni ancienne ni moderne, mais disons fantastique, féerique, fabuleuse. C'est un palais infini, une babelle d'escaliers et d'arcades, où on trouve des flots magiques, un tunnel de pierreries. C'est un paysage, dit-il, tel que jamais mortel n'en vit. Et du reste, il n'y est pas question du moindre habitant. Alors bien sûr, cette ville, malgré le titre, n'est pas Paris. Et il faut entendre le titre Rêve parisien, non pas comme un rêve de Paris, mais un rêve fait à Paris. Dans son sommeil, l'auteur conçoit ce rêve selon sa fantaisie, comme un peintre un tableau, et se targue d'y avoir, je cite, banni le végétal irrégulier et savouré l'enivrante monotonie du métal, du marbre et de l'eau. Alors, ces vers sont intéressants, car ils traduisent la prédilection de l'auteur pour la vie citadine. Toutes les biographies le concernant s'accordent à ce sujet. Baudelaire ne quitte la ville que rarement. La nature n'est vraiment pas sa tasse de thé. On trouve même dans sa correspondance un exemple précis dans une lettre de 1853. À Fernand Desnoyers, qui lui demande des vers sur la nature, Baudelaire répond: Vous savez bien que je suis incapable de m'attendrir sur les végétaux. Aussi, lorsqu'on le désigne comme le poète de la ville, ne l'est-il pas au fond, au sens du poète qui vit en ville et aime la ville, plutôt que celui dans la poésie duquel ce thème a une place majeure? J'ajouterai à ce propos que certains poèmes de la section des tableaux parisiens ne font aucune référence à la ville. Il s'agit de À une mendiante rousse, Le squelette laboureur, La servante au grand cœur, Brumes et pluies et Danse macabre. Quant aux autres sections du recueil, la ville en est presque totalement absente. On y trouve bien quelques rares allusions, notamment dans le célèbre recueillement, Une atmosphère obscure enveloppe la ville, ou encore dans Le vin du chiffonnier, Au cœur d'un vieux faubourg labyrinthe fangeux. Mais ce sont des évocations vraiment très succinctes. En résumé, au regard du contenu des Fleurs du Mal, qui je le rappelle constitue le strict cadre de notre analyse, il me paraît excessif de dire que Baudelaire soit le poète de la ville et qu'à ce titre il soit moderne. D'abord parce qu'il n'a pas créé la poésie de la ville, d'autres et depuis longtemps l'avaient précédé dans cet exercice. Ensuite, parce que dans son recueil, Baudelaire évoque finalement peu la ville, quelques poèmes et quelques vers ici ou là. Comparé à des thèmes très présents dans les Fleurs du Mal tels la souffrance, l'ennui, les femmes ou la mort, la ville occupe une place mineure. Enfin, parce que la ville que décrit l'auteur est généralement ancienne, sombre, crasseuse, délabrée, et qu'elle lui inspire de la nostalgie. Il est tourné vers le passé et non vers la modernité. Toutefois, reconnaissons que cette description de la vieille cité qui disparaît stimule notre imagination et conduit notre esprit à inventer, si je puis dire, la ville à venir. De plus, les allusions que Baudelaire fait aux tuyaux, aux omnibus, aux nuages de charbon ou à l'éclairage au gaz
apporte une touche contemporaine à l'ouvrage et contribue, même si c'est de façon très modeste, à sa modernité. Mais il faudra, c'est évident, chercher ailleurs que dans le seul thème de la ville ce qui donne aux fleurs du mal leur caractère moderne. Le rôle des femmes, le rapport à Dieu ou à la mort, le souci constant de s'interroger sur les notions de bien et de mal, ou encore le réalisme de certaines descriptions, en rupture avec le romantisme, sont quelques-unes des pistes qu'il faudra explorer pour comprendre ce qui fait la modernité de cette œuvre. Je vous renvoie à ce propos à mon premier podcast intitulé « Baudelaire salaud, tu me fais pleurer », dans lequel j'ai déjà abordé la plupart de ces thèmes.